Bonsoir, merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie. Presque 3 ans que le sommet de la Ligue arabe ne s'est pas tenu, 3 années au cours desquelles les fissures déjà visibles au sein de cette organisation régionale se sont étendues au point de paralyser l'action commune de ses membres. Le contexte géopolitique mondial est pourtant plus que jamais menaçant, imposante au pire de se préserver des tensions qui en découlent et au mieux de renouer avec l'esprit d'initiative et de coordination en faveur des justes causes. À Alger, on veut faire de cette rencontre une occasion de renouer justement avec la culture du dialogue et renforcer le système d'action arabe commun. On en parle ce soir avec Kamel Mansali, directeur de publication dans le quotidien Le Jeune Indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va parler bien sûr des sujets qui vont être abordés lors de ce sommet. Il y a la cause palestinienne qui est la principale thématique de cette rencontre. Il y a aussi les autres pays en crise qui attendent des solutions pacifiques de préférence. Mais on parle de l'ère géographique et culturelle arabo-musulmane comme un territoire généralement stratégique par essence. Mais la guerre et l'agression étrangère y sont un phénomène assez régulier, justement. La question de la sécurité nationale arabe a-t-elle échappé à la Ligue arabe aujourd'hui ? On ne peut pas évidemment. Est-ce qu'elle peut se la réapproprier ? Ça dépend. Donc, ça dépend l'angle par lequel on va appréhender cette question de sécurité. Est-ce qu'on l'appréhende sur le plan du conflit palestinien, israélo-palestinien, dans la lutte contre le terrorisme, comme ce qui se passe en Libye, ou bien la situation au Yémen, ou bien la situation en Syrie. Donc la thématique est un petit peu complexe. Donc les sujets sont diversifiés. On ne peut pas appréhender la question de la sécurité sur le même chapitre que sur ce qui est abordé au niveau des États. Donc la question sécuritaire s'impose d'abord, la sécurité et la paix dans le monde arabe s'impose d'abord par la question israélo-palestinienne. Donc le conflit va encore une fois, comme à chaque sommet, revenir et s'imposer comme l'un des thèmes majeurs. Et l'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, il y a une tentative algérienne de réconcilier les factions palestiniennes pour aboutir à une forme d'union nationale qui pourrait éventuellement donner lieu à une sorte d'abord, sur le plan interpalestinien, une sorte de réconciliation et de paix entre les Palestiniens pour qu'ils puissent demain négocier tous les éléments qui ont été mis sur la table pour aboutir à la création d'un État palestinien indépendant. Donc ça, le chapitre de la sécurité est différent d'un dossier à l'autre. Si l'on parle de la situation en Libye, on voit aussi que c'est presque un problème interne qui a des répercussions sur la région, notamment sur la question du Sahel, le Maghreb et notamment l'Algérie. Donc la question libyenne est aussi un problème sécuritaire pour les Libyens à la fois et pour les pays voisins notamment et pour la communauté internationale. Aujourd'hui, l'ONU et l'Union africaine tentent, ainsi que la Ligue arabe, à travers les pays du voisinage et en plus avec les initiatives prises par certains États pour pouvoir colmater ou bien juguler cette crise. Donc ça va revenir encore sur la table des discussions. Est-ce que ça sera le sujet le plus marquant, le plus important pour la Ligue arabe, pour le sommet des chefs, le sommet des chefs d'État et des rois. Donc on verra si c'est le premier ou pas. Et en même temps, il y a d'autres crises. Le Yémen, donc on voit qu'il y a certains pays parties prenantes du conflit. Est-ce qu'ils vont accepter d'appréhender cette question-là ou de la laisser de côté? Donc la question de sécurité, elle échappe d'un côté à la Ligue arabe du moment qu'il y a une implication. Là, on peut dire qu'elle échappe à la Ligue arabe du moment qu'il y a une implication de pays arabes dans ces conflits, notamment s'agissant de la question du Yémen. Et aussi en Libye, donc il y a une implication arabe. Est-ce que cette question-là est-ce que ces pays-là vont être mis devant le fait accompli ou bien face à leur réalité? Donc ça reste un problème. Si on essaye de contenter tout le monde, on verra que peut-être probablement sur le plan diplomatique, on essayera d'évacuer cette question-là pour la laisser à l'ONU. Donc il y a une question qui est prise en charge par l'ONU. Il y a une feuille de route qui est établie, par laquelle tout le monde est d'accord, c'est les élections en Libye. Donc la question pourrait ne pas être inclue dans l'agenda du travail ou bien l'ordre du jour. Mais en même temps, pour beaucoup de pays, elle sera
elle constituera un champ d'intérêt et en même temps, on ne peut ne l'occulter définitivement. Donc au moins sur le plan des déclarations, probablement... Surtout après 3 ans d'arrêt en fait de ce sommet. Donc il faudrait peut-être parler de... Les choses ont évolué, encore une fois, pendant 3 ans, dans ces pays-là qui souffrent encore, comme la Libye, comme le Yémen. Donc, il serait temps d'aborder ces dossiers. Oui, on dit que les choses ont évolué sur le plan politique. C'est-à-dire, on sait ce qu'il doit être fait, mais rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. La crise persiste en Libye, notamment entre le Parlement, le gouvernement de Béba et de Bachara. Donc il y a une division encore plus intense, donc elle est plus accrue. Donc la crise en Libye s'intensifie. Donc est-ce qu'on peut se permettre d'élaguer ces questions-là autour il peut y avoir un consensus autour du fait que c'est une question qui doit être réglée par les urnes. Ça, et puis la Ligue arabe a déjà appelé à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère, surtout l'Algérie. Donc l'Algérie qui a pris une position au départ à équidistance avec toutes les parties au conflit, mais aujourd'hui on voit qu'elle essaye par tous les moyens, donc par ses moyens diplomatiques bien évidemment, de faire en sorte à ce que la question libyenne se règle selon le plan de l'ONU qui a été les élections. Donc, mais on sait très bien qu'il y a des interférences étrangères, qu'il y a des pressions, qu'il y a des partis qui sont en train d'être dirigés ou aiguillés par l'extérieur. Il y a plus une gêne par rapport à certains États qui sont très impliqués en Libye, donc comme la Turquie. La Turquie, elle est impliquée sur le plan des relations, sur le plan des accords commerciaux. Hier, la Turquie et le gouvernement de Béba ont signé un accord d'exploration pétrolière offshore et onshore. Oui, il y a une implantation de l'influence turque en Libye. Je ne sais pas. Donc, il y a un gouvernement qui traite avec à Tripoli qui traite avec la Turquie, mais il est reconnu sur le plan international, c'est-à-dire que l'ONU le reconnaît en tant que représentant légitime, même si de l'autre côté du Parlement on dit qu'il lui est reproché d'avoir d'abord dépassé son mandat expiré et qu'il ne bénéficie pas du soutien de tout le Parlement. C'est ça qui gêne un petit peu sur la question libyenne. Mais je ne pense pas qu'elle sera un point de discorde entre les membres de la Ligue arabe, du moment que c'est une question qui est déjà posée, qui est prise en charge par la communauté internationale. La Ligue arabe ne peut qu'accompagner ce processus. Elle ne peut pas interférer, encore moins donner une opinion. Donc ça sera une question qui pourrait bénéficier d'une déclaration politique, mais pas de décision importante s'agissant de la Libye. Alors, est-ce que ce sommet d'Alger peut convoquer cet esprit traditionnel de résistance, de collaboration du bloc arabe face à l'existence donc, des puissances dont on parle, les puissances étrangères qui cherchent à dominer et exploiter son territoire ? Est-ce qu'on va renouer avec cette prise d'initiative ? Il faudrait, pour voir un petit peu où la tendance, où se dirige cette tendance, est-ce que cette tendance-là d'indépendance et non pas de résistance, d'indépendance et de souveraineté dans la prise de décision. Il faut revenir au sommet qui a regroupé Joe Biden avec les pays du Golfe, les pays arabes, où il a tenté de créer ce qu'on appelle un OTAN arabe. Donc sa mission en Arabie Saoudite, là où il y a eu le sommet, a été un échec. Donc les Arabes ont dit nous n'allons pas souscrire ou endosser l'idée de créer un front ou une institution ou un OTAN arabe dont la mission est de faire face à l'Iran. Donc, sur le plan sécuritaire, ça a été un rejet et c'est une prise de position. Donc, les pays arabes ont pris conscience que actuellement, ils ne peuvent servir de courroie de transmission ou de tremplin pour agresser un autre État qui est l'Iran. Donc, sur la question iranienne, a été évacuée déjà au plan arabe à travers ce sommet-là, cette conférence qui s'est déroulée à Jeddah, et en même temps, donc, il y a on affiche une certaine indépendance dans la prise de décision. Donc, les pays arabes, notamment, il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite est un État influent et puissant sur le plan économique comme les Émirats. Donc, ces pays-là, une fois qu'ils ont pris cette décision-là vis-à-vis des États-Unis, ça démontre qu'il y a une certaine volonté à ne pas être suiviste et encore à ne pas marcher, à ne pas prendre de position, surtout dans le conflit entre l'Ukraine
entre l'Ukraine et la Russie, ou bien entre la Russie et l'Occident. Donc on pourrait ressortir de ce sommet d'Alger avec, une initiative... Déjà, il y a le bloc arabe qui a travaillé là-dessus. Il ne faut pas oublier que le bloc de contact, le groupe de contact, oui, qui a travaillé sur ce dossier-là pour essayer d'avoir une sorte de montrer ou démontrer la position arabe vis-à-vis de la question ukrainienne. Donc, le groupe de contact, il y a eu plusieurs conférences auxquelles a participé le chef de la diplomatie algérienne, M. Lamamra, la dernière en juin dernier, où il y a eu cette tentative d'essayer de trouver un terrain, de participer à trouver une solution politique, mais malheureusement, la réalité est tout autre. Les Américains veulent à tout prix que cette guerre continue en Ukraine, qu'il n'y aura pas de solution politique. Ça a été affiché par le département d'État, par Blinken, par Biden et par le Pentagone. Donc ça gêne un petit peu les pays arabes, et je pense que cette question-là sera au cœur des discussions, parce que l'impact a été terrible après la pandémie. D'ailleurs, vous avez parlé du report du sommet, c'était justement à cause de la pandémie. Oui. Et en plus de ça, donc, suite à la pandémie, est venue se greffer la crise en Ukraine, qui a ajouté au marasme et aux difficultés économiques du monde arabe. Donc, est-ce qu'on va constituer un front? Je pense que c'est une possibilité, du moment que l'impact sur le plan économique touche de nombreux pays. Directement, et bien sûr, d'autres ne sont pas touchés, comme l'Algérie, mais l'esprit de solidarité va probablement primer, et je pense qu'il y aura, à mon avis, à mon sens, on a entendu pas mal de déclarations qui confortent le fait que le sommet ira vers trouver des mécanismes d'aide aux pays arabes touchés par cette crise. Bien évidemment, ceci passe bien évidemment par le règlement de certains conflits ou bien des différends de mésententes entre certains pays arabes comme l'Arabie saoudite et le Liban. Le Liban est en pleine crise et actuellement il est en train de négocier. Il est en train de négocier seul le tracé des frontières avec Israël. Donc il n'y a pas une aide arabe qui pourrait le soutenir dans cette démarche-là. Quand on dit Israël, on pense à la Palestine occupée. Mm-hmm. Forcément, donc si ces différences sont dépassées ou bien occultées, bien évidemment, il y aura une sorte de mécanisme pour venir en aide aux pays qui sont justement touchés par cette crise. On pense à la Tunisie. On pense à l'Égypte aussi, à fond attention, même si l'Égypte a réussi à un moment donné de résister à la pandémie. Il y a eu un plan de relance en Égypte en même temps. Mais la guerre en Ukraine a venu un petit peu compliquer les choses. Alors on va commencer par le défi sanitaire. Le défi sanitaire avec la pandémie de Covid qui a révélé certes des disparités en matière de résilience sanitaire et économique d'ailleurs, mais on parle d'une sortie plutôt honorable. Vous allez nous le confirmer ou l'infirmer. Sortie honorable de la pandémie pour certains pays arabes. Les plus grands défis restent donc l'autonomie dans l'industrie médicale et pharmaceutique à développer dans le bloc arabe, et puis des systèmes de protection sociale dignes de ce nom. Est-ce que vous avez des exemples ? Si on voit la réaction de l'Égypte par rapport, ou de l'Algérie par rapport à d'autres pays plus à l'aise sur le plan sanitaire, c'est-à-dire et qu'il y a eu des erreurs, il faudrait revenir au fait qu'il y a eu énormément d'erreurs en Occident. Énormément d'erreurs occidentales dans la prise en charge. Qui ont profité peut-être aux pays... Non, pas ça. C'est-à-dire que vous imaginez, par exemple, comme Trump a nié l'existence de la pandémie. Oui. Donc, il a pris du retard. Le Brésil aussi, d'ailleurs, Bolsonaro... On se souvient qu'en Afrique, l'Égypte était le premier pays, je crois, le premier pays à déclarer les premiers cas de Covid en 2019. Non, l'Arabie saoudite plutôt. En 2019, non, c'est 2019, je parle de 2019. L'Arabie saoudite plutôt, c'était les premiers qui avaient... On vérifiera, Canal. Peu importe. C'est-à-dire, même si c'est l'Égypte... C'est cela dont on parle. Pense, je me rappelle parce que l'Arabie saoudite a déjà eu le SRAS. Donc, je parle de la région Afrique. Ah, Afrique, oui, probablement. Là, oui, je serais d'accord avec vous de dire que c'est l'Égypte, bien évidemment, parce que en décembre 2019, on a décelé les premiers cas à Sharm el-Sheikh. Oui, c'est vrai, à Sharm el-Sheikh, on les a décelés à Sharm el-Sheikh. Et c'était des touristes, je crois que c'était des touristes étrangers, enfin, je ne dirais pas si c'est ukrainien, mais il y a eu une alerte. Et c'est à partir de là qu'a commencé la prise en charge de la question et les mises en quarantaine de pas mal d'hôtels. Donc comparé à des puissances qui étaient dans la négation,
Oui, bien sûr. Non, la réaction italienne, par exemple, elle s'est mise en retard. Il y a eu une catastrophe en Italie, en Espagne, en France. Pendant la pandémie, on organise des élections. Donc, si on compare les pays arabes par rapport aux Occidentaux, on pourra dire que dans les pays arabes, il y a eu quand même une prise en charge, une réaction qui est différente et qui était plus responsable. Je pense à l'Égypte, qui a bien évidemment été parmi les premiers, l'Algérie. Le premier cas a été détecté le 26 février. 26 février 2020. Donc c'était un peu une réaction rapide. Bien évidemment, l'ignorance de la nuisance de ce fléau, enfin de cette pandémie, de ce virus, et en plus l'absence de mécanisme de réflexe, parce qu'au départ, on a tâtonné, on ne savait pas quoi faire, quels médicaments donner. On est parti dans la piste des médicaments, des antibiotiques qui n'étaient pas ceux qu'il fallait donner. Donc on est resté dans le cadre de la prévention. L'Égypte a souffert énormément de ça, surtout lors de la deuxième vague. La deuxième vague, et c'était Omicron, donc l'Égypte, tout comme pas mal de pays, ont souffert. Mais donc, il y a quand même une forme de résilience qui peut servir. Non, l'Égypte, ils ont réagi pratiquement comme l'Algérie, c'est-à-dire la campagne de vaccination. Oui. Donc, les premiers à avoir vacciné dans le monde arabe, bien évidemment, sans parler des Émirats et de l'Arabie Saoudite. En Afrique du Nord, ça a été l'Égypte. Ils ont commencé à vacciner le plus tôt possible. Ça a un petit peu réduit l'ampleur de la pandémie. Alors, et en même temps, ils ont bénéficié des aides énormes de la Russie. J'allais venir, il y a aussi des aides locales, puisqu'on va citer quelques exemples. En 2020, Riyad a obtenu au sein du G20 un moratoire de 6 mois sur le paiement de services de la dette des pays pauvres, moratoire qui a été ensuite prolongé jusqu'au mois de juin 2021. L'Égypte, pour revenir à l'Égypte, a pu donc sauvegarder la croissance de son économie. Idem pour l'Algérie, avec des plans de relance et de soutien, donc notamment aux franges vulnérables de la société. Est-ce qu'on peut dire que le monde arabe a tout de même pu contribuer à la relance économique pendant que les grandes puissances pâtissaient justement de cette pandémie et de ses retombées? C'est difficile à dire. Donc il faut savoir raison garder sur ce domaine, du moment que l'impact a été mondial. Oui, mais comment s'en sont sortis les pays du bloc arabe? Donc on ne peut pas dire que c'est une pandémie qui a touché tout le monde et que les pays arabes s'en sont sortis plus ou moins avec moins de dégâts. C'est vrai, on peut dire que si on prend le cas de la Tunisie ou de l'Algérie par rapport à cette question, il y a une disparité. Par rapport à l'Algérie et le Maroc, il y a une disparité. Donc l'Algérie a réussi quand même grâce, bien sûr, il ne faut pas oublier, grâce à ses anciens amis comme la Chine, comme la Russie, comme la Turquie. Donc ces pays-là ont été les premiers parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie a été la première à fournir de l'aide à la Chine. On a envoyé du matériel médical, on a envoyé mais curieusement et étrangement, on a été les premiers à les aider, alors que la pandémie était au départ, on ne savait pas qu'elle allait devenir mondiale. Et bien sûr, il y a eu un retour d'ascenseur de la part des Chinois qui ont été les premiers à envoyer des aides à l'Algérie. Ça a été. Donc, on a ce qu'on appelle cet avantage-là. Et puis, comme si c'était un hasard, on a pris une décision qui a fait finalement, ça a été bénéfique. Donc, il y a eu un retour d'ascenseur qui a été bénéfique. Il y a des liens, il y a des liens. Non seulement ça, c'est-à-dire il y a des chances. Vous saisissez une opportunité, vous ne calculez pas. Vous savez, personne ne savait que ça a été, contrairement à ce qui a été fait par les États-Unis, qui ont détourné des masques. Oui. Ils ont fait un acte de piraterie en Italie pour prendre des masques et des médicaments destinés à un pays européen. Ils les ont carrément détournés. Donc il y a cet avantage qu'on a eu. Est-ce que tout le monde, est-ce que ça a été la période là, même le président de la République l'a reconnu, ça a été difficile. La pandémie a été difficile pour tout le monde sur le plan économique. Donc les effets économiques sont là. Je vais peut-être préciser ma question. Aujourd'hui, le risque d'insécurité alimentaire, voire de famine, dans
dans plusieurs pays du monde arabe sont déjà visibles. En 2021, 32% de la population arabe n'a pas eu accès à une nourriture suffisante. Est-ce qu'il peut y avoir une réponse globale au niveau de la Ligue arabe aujourd'hui? Vous avez parlé peut-être d'un fonds de solidarité pan-arabe pour justement venir en aide aux pays en difficulté. Les mécanismes ne sont pas encore clarifiés, mais le problème de l'alimentation ne concerne pas uniquement la Ligue arabe, c'est un problème mondial. Il concerne la FAO et les contributeurs doivent être de plusieurs pays, donc c'est comme au Yémen aujourd'hui. Le Yémen est un pays dévasté par la guerre et par la famine. Donc la famine prend des proportions alarmantes au Yémen. On voit aussi la Somalie. Donc mais est-ce qu'au sein de la Ligue arabe, on peut prendre des initiatives dans ce sens? Ça a déjà été pris. Il y a des initiatives qui ont été prises. L'Algérie a aidé la Tunisie. Donc sans attendre qu'il y ait... Au niveau des États, ça a été fait. L'Arabie saoudite l'a fait, les Émirats, le Qatar. Donc il y a des pays qui agissent quand même unilatéralement ou sur le plan bilatéral. Mais maintenant, arriver à créer un mécanisme, maintenant ça sera discuté comment la manière dont sera faite cette... Au vu de la gravité de la situation dans certains pays comme le Liban, le Yémen. Aujourd'hui, la situation de la rareté des matières premières qui pose problème, y compris pour les céréales. Le grenier de l'Europe, c'est l'Ukraine et la Russie. Il y a des difficultés d'aller. Les Libanais souffrent justement de cette rareté. L'Égypte, qui est le premier importateur au monde de blé avec 10 millions de tonnes, a du mal d'abord à trouver des marchés alternatifs. On pense l'Égypte s'est tournée vers la France pour acheter, mais les prix ont augmenté en raison de l'inflation qui se trouve dans le monde. Et en plus, l'Égypte souffre aussi de la hausse des prix de pétrole. Donc, ce pays-là n'est pas importateur. Il n'est pas grand exportateur de pétrole, il a une quantité minime. C'est aussi un pays gazier, mais aussi c'est pas tellement trop important. Mais ceci dit que sur ce côté de la relance ou bien de la prise en charge des questions internes sur le plan économique, social, et c'est difficile pour l'Égypte, même si le gouvernement essaie par tous les moyens de réduire justement la facture alimentaire. Le problème maintenant, ce n'est pas simplement la facture alimentaire ou la hausse des prix, même la rareté des matières premières, parce que la pandémie, elle a fait quoi? Elle a paralysé la machine économique, notamment en Asie. Donc la demande est en hausse, alors que l'offre est vraiment bas. Donc, les experts parlent de 3 ans pour pouvoir équilibrer de manière à 60-70% la demande mondiale. Donc, on peut pas aujourd'hui. Et puis, la crise en Ukraine, elle a justement exacerbé cette réalité du moment qu'il y a pas mal de matières premières. L'Égypte importe le rond à béton de l'Ukraine, elle ne peut plus l'importer, y compris de Russie. Tous ces pays vont arriver à Alger avec tous leurs problèmes, les poser justement au cours de ce sommet. Je vous ai dit... Comment l'action, moi ce qui m'intéresse de savoir aujourd'hui, c'est comment l'action arabe commune peut répondre à ces revendications politiques, sociales, économiques de ces pays. D'abord, il faudrait préciser une chose, que chaque pays vient avec... Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas l'ordre du jour. Mais si les pays viennent avec chacun ses propres problèmes, donc les poser, parce que ces problèmes-là sont les résultats d'une conséquence de conflits internationaux. C'est une conséquence de ce qui se produit en Ukraine, de ce qui se produit de la pandémie. Oui. Donc ces pays-là vont éventuellement évoquer ces deux dossiers-là pour qu'il y ait au moins une action arabe, soit dans le cadre du groupe de contact, sinon au niveau de l'ONU, pour pouvoir arriver à ce qu'il y ait une solution politique en Ukraine du plus ou moins, sinon trouver des mécanismes pour pouvoir alimenter les marchés ou les demandes internes en matière de marchandises et matières premières. C'est possible ça, au vu du contexte difficile, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les premières cargaisons de céréales qui devaient arriver au Liban. Ils ne sont pas... La quantité arrivée, c'était vraiment... ils sont toujours bloqués en Turquie. Donc, ça, c'est difficile. Donc, sincèrement, c'est difficile. Mais dont on peut dire, c'est que le sommet va évoquer ces questions-là. Maintenant, est-ce que un pays comme l'Algérie ou peut-être l'Arabie saoudite, les Émirats, qui
peuvent éventuellement, ils ont du poids, que ce soit dans la région, pour pouvoir avancer des arguments ou bien des solutions allant dans le sens de réduire ou juguler ces crises-là alimentaires. Oui. Donc, vous savez tout le temps, on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années qu'on parle du marché arabe commun. Ça n'a pas été concrétisé. Je pense que, et ça a été dit y compris par de nombreux instituts au Moyen-Orient, qui parlent du fait que le marché arabe aurait pu colmater et réduire pas mal de disparités, mais si sur le plan politique, il n'y a pas de suivi parce qu'il y a des éléments techniques qui bloquent cette initiative, surtout sur le plan du déplacement des personnes et des biens et des marchandises. Ça rend difficile. Un mot pour terminer sur la réforme des structures de la Ligue arabe. Là aussi, ça pose problème. Pour répondre aux défis actuels, c'est un dossier qui a toujours été un petit peu relégué au second plan. Rapidement. Oui, au niveau des comités permanents, le dossier se pose, mais la réforme n'est pas vue de la même manière en Algérie qu'au Golfe, par exemple. C'est pour ça que ça coince. L'Algérie voudrait... cette question de réforme, elle ne touche pas simplement les quatre grands organes de la Ligue arabe, mais en même temps toutes les structures permanentes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement au niveau des structures, il y a une sorte de domination disons, des pays du Golfe et de l'Égypte sur... vous savez que l'Algérie organise pour la deuxième fois, depuis la création de la Ligue arabe, c'est le deuxième sommet qui va se dérouler en Algérie, alors que tous les sommets sont déroulés soit en Égypte, soit en Arabie Saoudite, sans parler des sommets extraordinaires ou urgents. Donc il y a justement l'urgence de réformer pour ça. La prise de décision, est-ce que on a parlé de départager ou éparpiller les structures pour pouvoir donner plus de consistance à la Ligue arabe, dont toute pratiquement se trouve en Égypte, à part une structure qui se trouve en Tunisie. Mais la présidence tournante est aussi une question qui est posée. La réforme des institutions, non seulement, il ne faut pas simplement que les institutions, mais la charte elle-même. La charte elle-même. Parce que, écoutez, la charte, on veut la réformer justement pour pouvoir faire adhérer le Sahara occidental. Mais bon, la charte interdit à tout pays. Pour adhérer à la Ligue arabe, il faut être indépendant. Et ce n'est pas le cas du Sahara occidental. Kamel Mensali, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur de publication dans le quotidien Le Jeune Indépendant. Merci. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Bonne soirée sur notre chaîne. Au revoir.